Voilà, donc on commence ce webinaire. Donc bonjour à tous. Je vais donc commencer par un petit sondage pour savoir exactement sur quel produit vous investissez. Donc je vais vous envoyer, vous devriez avoir normalement voilà, un sondage qui apparaît, donc vous pouvez répondre. Et je vais avoir normalement les réponses qui apparaissent. Donc vous répondez. Alors s'il y en a plusieurs, vous répondez sur le support sur lequel vous investissez le plus. Ah oui, alors il y a une erreur, indice, c'était pas une réponse possible. Bon, c'est pas grave. A priori, de toute façon. Bon, donc a priori, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes une grande majorité à utiliser les CFD. Selon les participants. Je vais vous faire voir un petit peu une fois que tout le monde aura voté les résultats. Alors je ne sais pas si vous pouvez changer votre vote, mais ceux qui ont sélectionné indice, la réponse n'est pas valide. Alors je ne sais pas si vous pouvez changer ou pas. Mais là effectivement il y a une petite erreur dans la programmation. Voilà, donc bon, 85% des gens ont voté, donc je vais vous montrer les résultats, puis en même temps, vous verrez voilà les résultats, comment ils m'apparaissent. C'est-à-dire que là, il y a tracker, certificat. Donc certificat, c'est turbo. CFD futur. Donc il y a une grande majorité de 49% d'investisseurs qui interviennent sur CFD. Donc ben, ça tombe bien, puisqu'on va voir que ben, les approches long short sont assez sont assez compatibles avec les CFD. Donc bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Gilles Santacreux, je suis webmaster et fondateur du site boursicoté.com. Donc tous les soirs, vous avez droit à mes analyses techniques en vidéo. Donc indices, matières premières et forex. Je fais accessoirement aussi de la formation en ligne au chartisme, en money management et en approche stratégique. Et donc j'ai mis au point diverses stratégies via backtest et optimisation. Sous Pro Real Time, et maintenant je commence un petit peu sous MetaTrader, donc je suis trader pour compte propre, je suis amateur, je ne suis pas trader professionnel. Donc j'ai conçu la stratégie TurboCAC que certains connaissent ici, et je suis aussi l'auteur du livre Gestion stratégique de portefeuille. Donc gestion stratégique de portefeuille dont nous aurons des extraits ici. Parce que dans cette stratégie, il y a un petit peu de long short qui est utilisé. Donc, le plan de ce webinaire. Alors, on va déjà parler pourquoi le long short, à quoi ça sert. Ensuite, on va parler des corrélations. Couverture arbitrage, on va aussi parler des décorrélations indicielles. Ça, pour ceux qui me suivent un petit peu sur le chat, ça fait partie de mes travaux, de mes recherches actuelles, donc, notamment quand j'annonce des long shorts entre le CAC et le DAX. Et ensuite, on va voir avec quels outils il est possible de faire des décorrélations. Alors, je vois qu'il y a eu des réponses Forex et matières et actions. Qu'est-ce qu'un turno? Alors turno, c'était turbo. La question en fait c'était sur quel produit vous investissez sur les indices. Voilà, donc c'était tracker, certificat, CFD ou futur. Alors, donc nous allons commencer. Alors pourquoi du long short? La plupart des stratégies utilisées par les opérateurs boursiers sont à base de stratégies directionnelles, c'est-à-dire on achète ou on vend. On achète si on pense que ça va monter, on vend si on pense que ça va descendre. Ces stratégies sont principalement basées sur des configurations qui permettent de quantifier des probabilités de réussite. Donc ces probabilités sont calculées pour ceux qui le font grâce aux évolutions passées, mais ne préjugent en aucun cas des évolutions futures. C'est le principe de l'analyse technique. On essaye, on se base un petit peu sur les évolutions passées, l'analyse technique vient de là, pour essayer de prévoir ce qui va se passer à l'avenir. Alors, a priori, il y a des blocages. D'accord, alors a priori, l'image reste figée sur le sondage. Alors, a priori, il y a
il y a un problème. Alors, mon administrateur, a priori, il y a un blocage. Alors, d'accord, ça y est, j'ai compris. Il faut fermer le sondage. Est-ce que vous avez est-ce que le sondage est parti? Ça y est, c'est bon. Bon, donc c'était de ma faute. Il faut que je ferme le sondage. Donc, le plan, ça sera pourquoi long short, corrélation, couverture arbitrage, décorrélation indicielle et outils. Ok. Donc voilà, les stratégies directionnelles basées sur des probabilités des réussites que l'on étudie sur les évolutions de cours passés. Le problème de ces approches, c'est que si le money management n'est pas maîtrisé, ces approches peuvent conduire à des pertes conséquentes, dans le cas où l'évolution se fait à l'inverse de l'anticipation. Clairement, on est acheteur, et puis bien il y a une consolidation qu'on n'attendait pas qui arrive, même qui n'était pas dans certaines probabilités. Si on n'a pas un money management étudié, alors un money management étudié, c'est à mon sens une approche que l'on a quantifiée. C'est-à-dire, oui, le PDF, vous pourrez l'avoir aussi, il sera disponible avec la vidéo. Donc, un money management, il a dû être normalement quantifié sur si vous avez backtesté votre approche. Alors, c'est bien souvent ce qui manque à la plupart d'entre vous, c'est que vous n'avez pas assez de recul suffisant pour savoir quelle perte vous êtes capable de supporter. C'est des questions qui reviennent assez souvent sur le chat. Il existe pourtant des approches qui permettent de s'affranchir du directionnel et qui permettent pourtant de générer des plus-values. Donc le long short consiste à ouvrir deux positions simultanées avec des orientations, oui, il y a une faute, des orientations différentes. Alors, ça c'est le principe. Maintenant, on va voir comment on le fait. Alors, à votre avis, quelle sera l'utilité d'ouvrir une position long et une autre position short sur un même produit? Je le vois des fois, des gens qui me disent bah, je hedge, c'est-à-dire j'ai une position long sur le CAC, et ça se passe pas bien. En général, on hedge quand la position est perdante, alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Et donc, je prends une position short en parallèle. Alors ça, malheureusement, la plupart du temps, ça ne sert à rien, parce que cette solution a pour effet de multiplier les frais liés aux transactions, avec un espoir de performance nulle. Vous vous rendez bien compte que si vous êtes long d'un côté et short de l'autre, vous ne pouvez avoir aucune performance, d'accord ? Le hedging est souvent méconnu ou mal utilisé par les investisseurs particuliers. Pourtant, alors je voudrais savoir, on va repasser un petit sondage et cette fois-ci, j'oublierai pas de le fermer. Je vais vous demander qui parmi vous utilise la couverture de position. Donc la couverture de position, c'est lorsque vous avez une position, n'importe laquelle, que ce soit action, indice ou forex, eh bien trouver un autre sous-jacent qui va vous permettre de vous protéger d'une évolution non désirée. Je suis long, si ça descend, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc les résultats commencent à arriver. Donc voilà, c'est assez révélateur. Donc là, il y a 90% qui a voté. Je vous montre les résultats. Voilà, vous êtes 92% à avoir voté, c'est non à 83%. D'accord? Donc c'est-à-dire que la plupart d'entre vous, vous êtes purement directionnel. Vous n'utilisez pas les couvertures, pour certains même d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est. Et donc c'est un tort, hein. On va voir que des systèmes de couverture eh bien, peuvent vous permettre de vous protéger et vous permettre d'améliorer notamment le money management. Alors, ensuite, je voudrais savoir parmi vous s'il y en a qui utilisent des approches purement long short, c'est-à-dire un peu comme ce que je fais sur le chat pour ceux qui me connaissent, c'est-à-dire volontairement prendre une position longue et une autre position short simultanément. Donc là, le sondage arrive et ensuite on poursuit.
Ok, c'est bien, ça vote vite. D'accord. Allez, donc je vous montre les résultats. Voilà, donc là, on est à 84% de non et 16% de oui. Ok, alors donc c'est un constat, je dirais, que je rencontre au niveau des particuliers. La plupart des gens méconnaissent le système du long short et même souvent quand j'annonce des positions, on me demande mais à quoi ça sert? Quand je clôt un long short, par exemple un long short CAC DAX, et puis que ça monte, et puis donc le CAC est gagnant et le DAX est perdant, et puis sur le différentiel, eh bien j'arrive à dégager une plus-value. Beaucoup me demandent mais pourquoi tu n'as pas acheté que le DAX, que le CAC? Tu aurais fait une plus-value encore plus grosse. Oui, mais le problème c'est que on ne sait pas. Et pour ceux qui font du directionnel, vous vous rendez bien compte que même si on arrive à dégager des probabilités, même qui sont des fois assez fortes, supérieures à 80%, eh bien il arrive que ça parte dans l'autre sens et que voilà, les marchés sont comme ça, ils sont pas toujours prévisibles. Alors ça, au niveau des particuliers, les récentes études montrent qu'il y a à peu près 10% des particuliers qui font du long short. Maintenant, moi, je me suis intéressé, j'ai essayé de chercher, alors j'ai beaucoup cherché pour essayer de savoir au niveau des fonds, au niveau des professionnels, quelle était la part des professionnels qui utilisaient le long short. Et donc, je suis tombé sur ce document édité par Natixis qui donne les hedge funds euh, en fait la répartition des hedge funds par le type d'activité. Alors, vous avez ici plusieurs catégories, il y a les short sellers, etc. Et donc, vous avez long short equities. Long short equities, c'est ce gros camembert que nous avons là, d'accord, 35%, 41%, donc ça c'est le nombre de fonds. Donc 41% des fonds qui existent sont à base de long short. Et lorsque l'on regarde, il y a une autre catégorie qui s'appelle Equity Market Neutral, alors là c'est une catégorie spécifique euh, de une catégorie spécifique de hedge, c'est-à-dire que on va en parler plus tard, ils ne font que ça, mais avec des actions. D'accord. Donc, on voit, par exemple, ce qu'on voit, c'est que là, on a 8% de market neutral et on a 41% de long short equity. Ça veut dire qu'au niveau des professionnels, on a a priori la moitié des fonds qui utilisent ce genre de stratégie, alors que c'est très peu utilisé par les particuliers. Et on sait que les professionnels, bon, dans la plupart du cas, ont quand même des performances supérieures aux particuliers. On estime que au niveau des particuliers, seulement 10% arrivent à gagner d'une manière pérenne en investissant en bourse et notamment sur les produits dérivés, ce qui est très faible. Donc, comme je vous l'ai expliqué, certains hedge funds utilisent des stratégies d'arbitrage dites market neutral. C'est une stratégie qui consiste essentiellement à acheter des actions sous-évaluées et à vendre d'autres actions surévaluées tout en neutralisant de manière structurelle les risques du marché des actions en ajustant les expositions pour avoir un bêta le plus proche de zéro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces hedges, comment ils travaillent? Ils identifient des actions qui sont sous-évaluées ou en survente, ils les achètent, et d'un autre côté, ils vendent des actions qu'ils pensent surévaluées. Donc ça, là aussi, on rentre dans le travail de l'analyste financier, parce qu'il n'y a pas que de l'analyse technique. D'accord, mais en fait le but c'est de vendre et d'acheter pour essayer de dégager un différentiel de performance. Un des principaux avantages de cette approche est que le résultat n'est pas dépendant du directionnel. C'est-à-dire que sur ce genre d'approche, il n'est pas nécessaire que le marché monte ou descende. On peut vraiment gagner dans les deux sens. Et c'est là le gros avantage de l'approche long short, c'est que le marché monte ou descende, on n'est pas obligé de changer ses positions pour dégager de la plus-value. D'accord? D'autant plus que si deux positions opposées sont sur des mêmes valeurs du même secteur, on peut avoir des corrélations qui sont intéressantes. Certains long shorts sont assez classiques, comme Renault et Peugeot. D'accord, il y a eu un long short, il y a eu un long Peugeot short Renault qui a été très intéressant à jouer juste après la grande chute de Peugeot. Peugeot qui a fait un petit rattrapage. Celui qui prenait du Renault en face, là, il était sûr de gagner à tous les coups quasiment. Donc, il faut détecter des valeurs qui ont des écarts de performance pour tenter d'en tirer parti. C'est le principe de l'étude des corrélations. Donc la corrélation entre deux actifs financiers, ou plus généralement entre deux variables aléatoires, et l'intensité de la liaison qu'il existe
entre ces deux variables. Bon, là, je vais vous expliquer, je dirais, ce que c'est qu'une corrélation d'un point de vue mathématique. Il n'est pas nécessaire de tout connaître pour utiliser ces approches. Je dirais que c'est presque, bon voilà, il faut le savoir, mais c'est pas la peine d'aller aussi loin que ça. Donc, afin de déterminer cette liaison, il suffit de calculer le coefficient de corrélation par la formule suivante. Donc, on a des variables aléatoires, on a la variance, la covariance. Ce qu'il faut savoir, c'est que deux actifs parfaitement corrélés ont un rapport de 1. C'est-à-dire que deux actifs qui vont varier dans le même sens et dans la même intensité, ils auront un rapport de corrélation de 1. Deux actifs qui seront inversement corrélés, par exemple le cas qui est par exemple un tracker baissier, ils auront une corrélation de -1 ou -2 s'il y a un effet de levier. D'accord, mais le 0, c'est qu'il n'y a aucune corrélation possible. Donc la corrélation négative, elle est de -1. Le bêta, je vous ai parlé tout à l'heure du bêta quand on parlait du market neutral. Le bêta d'un portefeuille se définit mathématiquement comme le rapport de la covariance et de la rentabilité implicite de ce portefeuille. Alors, bon, là pour ceux qui sont pas matheux, ça va un petit peu être compliqué. Le bêta est surtout utile pour calculer son exposition directionnelle théorique. Exemple, si le bêta d'un portefeuille est de 0,5, d'accord, le cours du portefeuille varie de 0,5% quand le marché varie de 1%. C'est-à-dire en fait c'est un coefficient multiplicateur qui s'applique par rapport à un indice de base. Le CAC monte de 1%, si j'ai un bêta de 0,5, normalement mon portefeuille devrait monter de 0,5. Donc ça c'est beaucoup utilisé dans le monde financier pour les calculs de risque et les expositions, etc. Donc autrement dit, c'est la sensibilité ou l'élasticité de l'évolution du portefeuille par rapport à l'indice boursier représentant le marché. Donc pour simplifier ce calcul, il est possible de ne prendre en compte que les valeurs instantanées. Donc ce qu'il faut retenir, après tout ça, deux sous-jacents parfaitement corrélés auront un rapport de corrélation égal à 1. Deux sous-jacents inversement corrélés auront un rapport de corrélation égal à -1. Et pour être neutre au marché, le bêta doit avoir une valeur nulle. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, pas de maths, du concret, on pose les bases et ensuite on va parler du concret. Alors, question, où trouve-t-on les bêtas? Les bêtas, il faut les calculer. Alors, je ne sais pas si c'est une blague ou voilà, hein, le bêta, ça se calcule. Alors, la corrélation, lorsqu'un écart de performance est constaté entre deux sous-jacents, il existe deux approches pour tenter d'en tirer parti. Soit on anticipe un resserrement de performance, soit on anticipe une continuité de la décorrélation. Alors là, on va séparer l'approche dans deux catégories. Si on a deux sous-jacents qui sont habituellement fortement corrélés, il conviendra d'anticiper un resserrement des performances. Par contre, s'il n'existe pas de corrélation habituelle entre les sous-jacents, il conviendra d'anticiper une continuité. Est-ce que tout le monde comprend cette notion? Savoir que lorsque l'on a deux valeurs qui sont normalement qui se suivent et qu'à un moment on constate un écart, on va se dire bon bah la corrélation devrait reprendre, donc on va jouer le resserrement. Par contre, il existe d'autres écarts qui sont durables, et dans ce cas-là, on va essayer de profiter de cet écart en jouant la continuité. Donc pour anticiper la continuité, on va appliquer ce système, par exemple, entre les actions et un indice boursier. On arrive au concret. Sur un portefeuille action, l'utilisation de positions short pour protéger les positions haussières d'un trop grand mouvement de consolidation consiste à couvrir ces positions. Je rappelle, hein, dans l'étude qu'on avait faite, vous étiez environ 15-16% seulement à couvrir vos positions. Une étude de corrélation permet de mieux utiliser sa couverture. Alors, la couverture consiste à protéger une position d'un mouvement défavorable du marché qui pourrait engendrer des pertes en prenant une position dans le sens inverse de la position initiale. Cela peut avoir pour effet de réduire le drawdown en cas de baisse des marchés, mais peut aussi figer la performance de la position en cas de hausse. Ah oui, d'accord. je lisais la question, excusez-moi. Ce que je vais vous expliquer, c'est que la couverture, elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Si vous couvrez une position acheteuse et que le marché continue à monter, vous allez perdre de la performance. Par contre,
dans le cas d'une consolidation, vous allez réduire votre drawdown et vous allez aussi réduire vos pertes latentes. Donc, il va falloir essayer de l'optimiser tout ça, d'accord? Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Exemple, une position longue à l'achat est ouverte sur une action du CAC 40 pour anticiper un mouvement haussier suite à une cassure d'un précédent plus haut, par exemple. Après quelques jours, une plus-value est constatée, mais les indicateurs commencent à montrer des signes de surachat évidents. Il suffit d'ouvrir une position à la baisse sur l'indice de référence pour protéger la position, avec une exposition proche du capital à couvrir. Lorsqu'un mouvement baissier se déclenche, la position est couverte, puisque le capital souffre moins de ce mouvement défavorable. La couverture permet d'améliorer la performance d'une position en évitant une perte latente trop importante en cas de consolidation du marché. Ça, c'est le cas typique. Vous achetez une action, ça commence à monter, et puis au moment où vous avez une plus-value, beaucoup de questions qui reviennent, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la vends? Est-ce que je la garde? J'ai pas envie de perdre ma plus-value, etc. Donc là, la couverture peut vous amener... alors pourquoi ne pas clôturer? Parce que si tout simplement ça continue à monter, on peut continuer à profiter d'une plus-value. D'accord? La couverture sera efficace sur une position déjà en plus-value. Si le marché continue à monter et que le portefeuille est composé de valeurs qui surperforment normalement l'indice de base, la progression du portefeuille est ralentie par l'utilisation de la couverture, mais la valeur globale doit continuer à progresser. Est-ce que tout le monde comprend ça? C'est-à-dire, là, j'ai un achat, d'accord? Le titre, il monte, il monte, il monte. Ici, je dis, tiens, on approche la bolle sup, là, on vient juste de casser des récents points hauts, et je dis, je vais couvrir. Il est clair que pendant toute cette période où les cours continuent à monter, on va avoir une performance qui va être moindre. Maintenant, si on a choisi des actions qui surperforment le marché, d'accord, on arrive là dans le principe de la corrélation, c'est-à-dire qu'on a une corrélation positive entre l'action et l'indice de base. Eh bien, ça veut dire qu'on aura ici pris un produit baissier, donc indexé sur l'indice CAC 40 par exemple, mais si on a bien choisi notre action, elle devrait progresser plus rapidement que l'indice de base. Et donc, on va avoir ici une performance moindre, mais par contre, quand les cours vont chuter, eh bien, on protégera notre plus-value, puisque eh bien, la perte en fait liée à la position action sera compensée par la couverture. Donc, en gros, c'est ça la couverture. Ça veut dire que pourquoi ne pas clôturer? Tout simplement parce que si vous avez ici, bon là le cas est un peu mal choisi, mais si vous avez une action, vous couvrez, il y a une consolidation, à la fin de la consolidation, vous prenez votre couverture et si vous avez bien senti le mouvement et que le titre recommence à monter, vous pouvez profiter d'un mouvement complet, enfin en tout cas plus grand que si vous l'aviez laissé tout de suite. C'est-à-dire que là, en fait, vous pouvez, si vous calibrez bien votre couverture, vous pouvez vraiment gagner à tous les niveaux. Vous prenez une première part de hausse, vous couvrez ici. Ici, par exemple, vous lâchez votre couverture et si ça remonte, eh ben, vous gagnez à tous les niveaux. Bon, c'est pas toujours comme ça, mais ça peut arriver et de temps en temps, ça arrive. Donc, en cas de chute des marchés, la couverture amortit la perte en capital due à ce mouvement. En sélectionnant des actions qui surperforment l'indice de référence, il est possible d'utiliser des techniques proches de celles utilisées par certains fonds. D'accord ? Cela implique que le titre sélectionné connaisse une décorrélation positive par rapport au reste du marché. Cependant, certains titres qui surperforment en phase de hausse sous-performent lors des phases de consolidation. Il faut tenir compte de ces écarts dans le calcul du bêta. Ça vient tout à fait avec la question qui a été posée par Laurent, mais pourquoi la couverture serait plus sensible à la hausse qu'à la baisse? Ça vient dans le calcul du bêta. Et ça vient avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est le cas notamment des valeurs cycliques. Les valeurs cycliques qui ont tendance à surperformer l'indice CAC 40, eh bien, lorsqu'il va y avoir des phases de hausse, ces actions, elles vont être plus performantes. Et puis, à l'inverse, quand il va y avoir quand il va y avoir une phase de consolidation, eh bien cette action qui a surperformé va sous-performer puisqu'elle va aussi amplifier la phase de baisse. Alors ça, il faut en tenir compte dans le calcul du bêta, c'est-à-dire qu'il y a une volatilité dont on peut tenir compte pour justement ajuster le bêta dans sa couverture, c'est-à-dire on peut notamment appliquer une légère surexposition de la couverture pour couvrir une position faite par une action cyclique.
Alors, question. Lorsque je suis exposé sur des actions du CAC 40, souvent j'utilise l'ETF dirige ouais, le BX4, hein, je pense. On va en parler justement, puisque justement le BX4, la gros avantage qu'il a, c'est qu'il permet de répliquer à la baisse sur un PEA. Hein, donc ça, c'est un gros avantage. Et eh bien, j'entends souvent dire que lorsqu'on a un PEA, on ne peut pas jouer à la baisse. Et ben, si, on peut jouer à la baisse, puisque le BX4 est éligible au PEA. Et c'est le gros avantage, un des seuls, de ce tracker. Donc, lorsque l'on va plus loin que la corrélation, on arrive dans l'arbitrage, qui est une technique qui consiste à prendre deux positions dans des sens opposés sur des supports différents dans le but de récupérer l'écart de performance qui se crée entre ces deux valeurs. Ce qui importe dans cette technique, c'est le résultat global des deux positions. Donc là, il va falloir avoir une vision globale du portefeuille. En effet, il est assez rare de pouvoir gagner sur les deux positions. Et dans le cas contraire, tant que le gain d'une position dépasse la perte de l'autre, la position est gagnante. Quand je vous dis qu'il faut regarder dans la globalité, c'est-à-dire il ne faut pas voir la position gagnante, la position perdante et se dire ah bah tiens, si j'avais pris que la gagnante, eh ben j'aurais gagné beaucoup plus. Quand vous prenez une couverture, il faut voir le portefeuille dans sa globalité, c'est-à-dire voir si ça continue à progresser. Et il y a des moments où si vous avez bien sélectionné vos actions, si vous avez bien couvert au bon moment, que le marché monte ou baisse, eh bien vous continuerez à faire de la plus-value. Alors certes, ça sera peut-être moins dynamique que si vous aviez tout mis en directionnel, mais vous aurez alors déjà vous aurez une performance plus régulière, peut-être plus faible, mais plus régulière et surtout plus sécure. Donc le but principal de cette technique est de s'affranchir du sens d'évolution du marché. Sur des actions qui sont en décorrélation avec l'indice CAC 40, en surperformance par rapport à celui-ci, il est possible d'ouvrir deux positions simultanées dans des sens opposés pour récupérer un écart de performance. Donc la position haussière sur action sera compensée par une position baissière sur l'indice avec des expositions qui impliqueront un bêta nul, c'est-à-dire qu'on aura un bêta théorique ou que le marché monte ou descende, eh bien normalement on ne devrait pas faire de performance, sauf que si on choisit une action qui surperforme l'indice de base, eh bien le bêta qui théoriquement nul ne le sera pas puisqu'on aura une performance qui restera. Donc un exemple de décorrélation entre le titre Hermès et le CAC 40 durant l'été 2011. Donc 2011, vous vous rappelez, hein, le CAC 40 est bien descendu. Donc sur ce graphe, on a ici le titre Hermès. Il y avait un mouvement spéculatif sur ce titre. Et puis on avait une baisse ici du CAC 40. Donc là, l'échelle n'est pas bonne. Le but, c'est vraiment de montrer que lorsque l'on détecte correctement une action qui surperforme, eh bien, on peut profiter. Et les hedge funds appellent ça d'ailleurs le double levier. C'est-à-dire qu'ils ont un bêta nul et ils arrivent à gagner sur les deux positions. Donc là, on a le titre Hermès qui continue à monter et le CAC 40 qui a baissé. Hein. Donc je rappelle, on était en 2011. Là, il est intéressant d'avoir une stratégie d'arbitrage, puisque sur Hermès, typiquement, c'est une corrélation qui a duré, de mémoire, bon, j'étais sur cette position, ça a duré presque 2 mois, je crois. Et donc, ça a duré quelques semaines, et la surperformance notoire de ce titre, liée à des raisons spéculatives, a permis d'engranger une plus-value avant d'appliquer une couverture. C'est-à-dire que, personnellement, ça c'est un souvenir que j'ai parce que j'ai adoré ce trade. J'ai pris Hermès à l'achat, Hermès a commencé à monter, et au moment où j'ai eu une plus-value conséquente, j'ai commencé à couvrir mon titre. Et là où bon, j'ai eu un peu de la réussite, c'est que le CAC 40 a commencé à baisser à ce moment-là, et Hermès continue à monter. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, je vais garder les deux. Et là, c'était vraiment, bon, c'est rarissime, hein, des coups comme ça, on n'en fait pas, je veux dire, on n'en fait pas souvent non plus. Mais là, ça a été vraiment un coup gagnant à tous les niveaux, puisque en fait, Hermès continue à monter, le BX4 continue à monter aussi, et là, vraiment, on a été gagnant à tous les niveaux. Donc, lorsque le CAC a chuté, Hermès continue à monter, la couverture n'avait plus lieu d'être optimisée, elle a accompagné le titre sur tout le mouvement. D'accord ? Ça arrive, c'est rare. Hein. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que vous y arriverez tous les jours. Mais franchement, quand vous tombez sur ce genre de configuration, c'est vraiment parfait. Donc le but, c'est d'essayer de trouver, d'avoir des filtres qui vous permettent de détecter les valeurs qui surperforment.
Donc ça c'est intéressant et c'est le but, je dirais, de ce webinaire. Donc maintenant qu'on a vu les principes, il existe 4 types de produits qui peuvent permettre de couvrir des positions pour compenser une baisse. Là, on va passer rapidement puisque vous êtes quasiment tous sur CFD, j'ai vu plus de la moitié. Donc, bon, on a alors le sous-jacent peut être une matière première ou un instrument financier, le plus souvent un indice. Il y a des gens qui couvrent avec l'or. Pendant longtemps, l'or a été une couverture. Personnellement, quand il y a eu le début de la crise des subprimes, il m'est arrivé de me couvrir avec l'euro-dollar. Quand on a eu aussi une grosse hausse du pétrole, il y avait un principe, ça a duré aussi un mois ou deux, où à chaque fois que le pétrole montait, les marchés descendaient. Donc là, il faut essayer, le but, lorsque l'on commence à vouloir couvrir ses positions, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui fait le marché. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Qu'est-ce qui influe le marché? On parle souvent de la corrélation entre l'euro-dollar et les indices européens. La corrélation n'est pas toujours la même, parce que tout dépend si c'est l'Europe qui fait le marché ou si c'est les États-Unis. Si c'est les États-Unis qui font les marchés, eh bien on aura une corrélation inverse, puisque le dollar influera à l'inverse sur l'euro-dollar. Par contre, si c'est l'Europe, eh bien vous aurez une corrélation qui sera respectée. Lorsqu'il y a une crise, par exemple quand il y avait la crise, quand il y avait la Grèce, à chaque fois qu'il y avait des inquiétudes, l'euro-dollar baissait. Donc là, on avait, je veux dire, quand on couvre, il faut essayer de trouver le sous-jacent qui permet de se couvrir le plus proche de l'actualité. Donc là, typiquement, lorsqu'on a des crises par exemple sur l'Europe, eh bien, lorsqu'on a un portefeuille boursier, qu'on est en PEA et qu'on ne veut pas rester liquide, eh bien, c'est bien d'avoir un compte CFD à côté ou Forex pour pouvoir justement se couvrir avec de l'euro-dollar, puisque c'est ça qui fait le marché. Je veux dire, il n'y a pas de règle, hein. Il faut essayer de se tenir un peu au courant de l'actualité et d'essayer de voir un petit peu ce qui fait le marché. Bon, ça dépend vraiment. En ce moment, les inquiétudes sont liées sont plus orientées du côté de l'US avec fin du QE, pas fin du QE, etc. Donc bon, c'est pas évident en ce moment, mais voilà, il y a des choses à trouver. Donc, les contrats futurs, on va parler des contrats futurs, ils se négocient exclusivement sur un marché officiel et régulé. Il y a un effet levier de 10 à 20. Chaque variation d'un point du CAC 40 fait varier vos plus-values ou moins-values de 10 € au minimum. Au minimum parce que c'est le prix de base du contrat. Donc l'inconvénient, c'est que l'exposition minimale est élevée. Elle permet de couvrir un portefeuille à actions de 40 000 €. Donc c'est assez c'est assez conséquent et surtout si vous voulez vraiment ajuster votre bêta, eh bien ça va être assez difficile. Sur le CFD, donc le Contract for Difference, le CFD donc c'est un produit dérivé qui permet d'intervenir sur un sous-jacent sans le détenir. CFD Action ne donne aucun droit que possède normalement un actionnaire, ça notamment sur les actions, hein. Le CFD est assorti d'un effet levier qui permet d'intervenir sur le produit et de détenir la somme nécessaire, sans détenir la somme nécessaire sur son compte pour assurer la couverture de la position. Certains courtiers proposent des CFD sur actions dont l'effet levier peut aller jusqu'à 20. Alors, inconvénient, les frais sur certaines positions dites overnight. Ça, vous avez de la chance, chez ActiveTrade, il n'y en a pas. C'est-à-dire que moi, c'est notamment une des raisons pour lesquelles je suis chez ce courtier. Il y en a d'autres, on va les aborder juste après. Mais moi qui fais aussi pas mal de swing, eh bien ça me permet de tenir des positions sur plusieurs jours sans avoir de frais liés à la tenue de position. Ça, quand vous faites vos comptes à la fin de l'année, c'est une part non négligeable de vos plus-values ou moins-values, hein. Des fois, il y a des frais qui font passer une stratégie de la plus-value à la moins-value. L'avantage donc que l'on a chez ActiveTrade, c'est que nous avons une cotation future et que donc cela nous permet de ne pas avoir de frais sur les positions overnight. L'avantage, c'est qu'il y a possibilité d'ajuster plus finement le capital à couvrir, notamment chez ActiveTrade, j'y reviens, où vous avez accès au micro-lot, c'est-à-dire que vous pouvez ajuster votre exposition au centième du futur, c'est-à-dire le futur, donc on est à 10 € du point. Chez ActiveTrade, vous avez le micro-lot qui vous permet d'intervenir à 10 centimes du point au minimum. Donc ça veut dire que 10 centimes, si vous avez un CAC comme actuellement qui est à
à 3758 au moment où je vous parle, eh bien, vous pouvez couvrir votre portefeuille par tranche de 37,60 €. C'est, je veux dire, au niveau de la précision, on ne peut pas faire mieux, hein. C'est là pour ajuster le bêta, c'est vraiment un très bon outil. Alors certains utilisent aussi les turbos. Encore appelé certificat, bon c'est on va passer sur l'explication. Je pense que tout le monde, la plupart d'entre vous connaissent, savent comment fonctionne ce produit. L'avantage c'est qu'il est accessible avec un compte titre, on n'est pas obligé d'ouvrir un compte express, c'est-à-dire on peut l'avoir sur le même compte que là où on a les actions. Et l'inconvénient c'est le coût. Alors on me dit souvent que le turbo n'est pas cher. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Lorsque vous avez un CFD à 1 point de spread, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire un aller-retour, vous allez payer 1 point. Donc si vous êtes à 1 € du point sur le CAC 40 par exemple, et ben, si vous faites un aller-retour tout de suite, dans la seconde, vous allez perdre 1 €. Si vous êtes sur des turbos, si vous faites un aller-retour avec si vous avez un turbo à parité 100 et que vous en achetez 100 pour être à 1 € du point, que sur la même exposition, vous avez en général un spread de 3 points. Et ensuite, vous avez donc pour les meilleurs des frais de courtage à 0,99 centimes, je prends les moins chers, 99 centimes euros l'ordre de bourse, hein. La pub passe souvent à la radio, bref. Donc, si vous additionnez, ça vous fait le spread de 3 points, et les deux frais d'ordre, achat-vente à 1 €, on arrondit, ça vous fait 5 € l'aller-retour. Alors que sur le CFD, vous êtes à 1 pour une couverture équivalente. Donc au niveau des frais, un turbo vous coûte beaucoup plus cher qu'un CFD, hein. Ça c'est 5 fois plus, hein. Vous divisez vos frais par 5 avec les CFD, hein. Le but après c'est de tenir les mêmes expositions et de ne pas se surexposer. Alors, les questions, inconvénients, contrats futurs, oui, déposit, appel de marge, produits standardisés, oui. J'ai pas parlé de tout ça, mais bon, là, c'est vraiment dans l'utilisation, hein, que je concentre mon propos. Alors, on va passer, bon, sur l'heure avance, donc on va passer un petit peu sur l'explication du turbo. Pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, je fournirai le slide. Ensuite, il y a les trackers. Alors les trackers, donc les BX4, hein, on en vient donc à aux questions qui étaient précédentes, qui permettent de répliquer la performance d'un sous-jacent à partir d'un compte titre ou même d'un PEA. Donc les trackers fonctionnent comme des actions. Ils ont un carnet d'ordre, mais la liquidité est assurée par l'émetteur et ils sont soumis aux frais de courtage. Il existe des trackers qui permettent de miser sur la baisse du CAC 40 tout en étant éligible au PEA. Alors l'avantage c'est qu'il est accessible, l'inconvénient c'est au niveau du coût, là on est encore au-dessus par rapport à ce que coûte un turbo. La liquidité, il y a des petits problèmes de liquidité sur certains turbos, mais sur les trackers, des fois vous avez des arrêts de cotation sur des phases trop volatiles. Alors c'est inscrit dans les notices, hein, que l'émetteur peut suspendre la cotation s'il estime que les conditions de marché sont nécessaires. Donc ça c'est un problème, hein, vous n'avez pas ce problème sur les CFD. Et puis la difficulté d'évaluer le prix par rapport à son sous-jacent. C'est vrai que sur le BX4, pour ceux qui ont ouvert la notice d'utilisation, c'est très difficile de savoir, par exemple, quand le CAC 40 sera à 3800, combien coûtera le BX4. Et en plus, il faut faire le calcul tous les jours, puisqu'il y a des frais inhérents au tracker qui sont faits. Donc pour vous montrer un petit peu le problème de glissement qu'on peut avoir sur le tracker, je vous ai indiqué ici, donc on a le BX4 en vert et bleu, pardon, en vert et rouge ici, hein. Donc là on était, ça devait être en 2011 ça, ou en 2009. J'ai pris une phase volatile parce que c'est celle qui est la plus parlante. Et donc ensuite on a une redescente ici. Eh bien, vous voyez ici on a le CAC 40. Donc on pourrait penser normalement que si le glissement de valeur était correct, eh bien on aurait une droite verticale, enfin horizontale au niveau des croisements. Et en fait, ce que l'on a, c'est quelque chose qui varie et qui baisse dans le temps. C'est-à-dire que si vous gardez un BX4 à valeur du CAC égale, eh bien vous perdez de la valeur, hein, sur votre position. Ça, c'est un autre graphe qui avait été fait par Michel Delobel. Donc l'évolution en fait du BX4 à valeur du CAC constante. Là, c'est assez. Vous voyez que votre BX4 il baisse bien, hein, en fonction de la valeur du CAC.
Donc ça il faut le savoir, notamment si vous faites du swing, et que vous gardez des BX4 pendant une longue période, eh bien vous allez avoir une perte. J'ai fait une simulation, un achat LVC. LVC, c'est le pendant du BX4, hein, c'est un produit donc haussier sur le CAC 40 avec un levier entre un approximatif de 1,8. Et donc j'ai acheté pour 5000 euros de BX4 et pour 5000 euros de LVC. Donc au début de l'année, j'avais 9993 euros, hein, pour arrondir en fonction de la valeur des trackers. À la fin de l'année, hein, vous pourrez vérifier si vous voulez, eh ben, j'avais plus que 9736 euros, ça veut dire que j'avais perdu 2,58%, alors que normalement ces trackers sont soumis à des frais de 0,6% annuels. Donc il y a des phénomènes voilà, les prix glissent un petit peu, en plus du prix que vous effectuez lorsqu'il y a des transactions, parce qu'il y a aussi un spread, il y a aussi des frais de courtage, c'est quand même des produits qui sont accessibles au PEA et qui coûtent très cher. Voilà, donc un tableau récapitulatif des produits qu'on peut utiliser pour couverture. Personnellement, je trouve que c'est le CFD qui est le plus adapté. Donc, tout ce dont je vous ai parlé sur les corrélations actions, notamment, on fait ça, c'est des sujets qui sont abordés dans le livre que j'ai écrit, donc qui s'appelle Gestion stratégique de portefeuille. Donc, sans dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, c'est un élément qui fait que c'est une stratégie qui arrive à tenir sur le long terme. Bon, à la fin, si on a le temps, je pourrais vous faire voir les performances d'un portefeuille que je gère avec ces principes. C'est pas exceptionnel, hein, je vous promets pas du 20, du 30 ou du 50% par an, mais c'est quelque chose qui tient la route. Ça a traversé 2011 avec un drawdown très faible, enfin beaucoup plus faible que ce qu'on a eu sur le CAC 40. Et on arrive quand même à gagner de l'argent lorsque les marchés montent. Donc c'est assez sécure, les gens qui l'ont acheté a priori sont assez satisfaits. Et voilà, la couverture, c'est une des composantes de cette stratégie. Il y a plein d'autres choses, on essaye d'optimiser sur notamment la liquidité des actions, les frais, etc. Alors, l'important n'est pas de faire de l'exceptionnel, mais de valoriser le portefeuille dans le temps. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, l'important n'est pas de faire l'exceptionnel, mais de valoriser son portefeuille dans le temps. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je me permets une petite parenthèse par rapport à certains commentaires que je vois sur le site. On ne devient pas riche en bourse, d'accord? Il y a deux catégories de personnes qui investissent en bourse. Ceux qui ont très peu de capital, hein, donc là ça ressemble à c'est presque du pari, hein, je veux dire, voilà, on ne se demande pas pourquoi les options binaires ont tant de succès en ce moment, et alors que très peu de personnes gagnent avec ça. Les gens qui ont peu de capital et qui pensent qu'ils vont pouvoir devenir riches avec ça se trompent, et certains courtiers peu scrupuleux se servent de ça justement pour c'est un peu le miroir aux alouettes. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les professionnels, les meilleurs, les traders, les meilleurs professionnels, ils ont des performances entre 20 et 30% par an, d'accord, des performances sur le long terme. Donc c'est des gens qui qui ont fait des grandes écoles, qui connaissent leur métier. Il ne faut pas croire que nous, en tant que particuliers, même avec une petite formation en analyse technique, on va pouvoir facilement faire de même. Si vous arrivez à gagner sur le long terme, c'est bien. Si vous arrivez à faire 1% par mois, c'est très bien. Franchement, c'est quelque chose de très honorable. Vous ferez passer des 10 personnes, des 10% d'investisseurs particuliers qui gagnent sur les marchés. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a les gens qui n'ont pas de capital et les gens qui ont beaucoup de capital. C'est eux qui vont gagner en bourse. Les gens qui ont beaucoup de capital, eux, ils vont valoriser leur portefeuille. C'est comme ça. On peut pas croire que les gens qui ont peu de capital vont gagner comme ça. C'est pas du loto. Ou alors si on joue comme au loto, et dans ce cas-là, on a beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Si vous avez fait des calculs de probabilité sur les gains au loto, c'est assez mais bon, les gens y rêvent, donc voilà, c'est fin de la parenthèse. Donc si on vous promet, à partir du moment où on vous promet des performances exceptionnelles, franchement méfiez-vous, parce que
Voilà, même les professionnels ont du mal à dégager de la performance, donc nous en particulier, je peux vous dire qu'on aura beaucoup plus de mal. Alors, on va parler maintenant des corrélations indicielles. Donc ça, c'est une approche que je développe depuis maintenant. Qu'est-ce que ça change d'avoir beaucoup de capital? Alors, ça change que on peut avoir une gestion plus sereine. Si vous avez, alors attendez, j'ai un problème. Le partage d'écran est interrompu. Est-ce que tout le monde voit mon écran? J'ai eu une alerte là. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème au niveau de l'écran. Et je bouge ma souris. Oui, 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 ok, oui. Bon, a priori, c'est bon. C'est un problème qui s'est résolu. Eh oui, c'est génial, 1% par mois. Mais si vous avez 100 000 euros, vous faites 1000 euros par mois. Mais n'empêche que 12% par mois, 12% par an, eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut, ceux qui gagnent en bourse ont beaucoup de capital? Bien, tout simplement parce que avec 100 000 euros, si vous gagnez 1000 euros par mois, par exemple, c'est motivant. Si vous avez 1000 euros, vous vous dites, bah tiens, je vais gagner 1% par mois, vous avez gagné 10 euros par mois, vous allez vous dire, bah, parce que le trading, c'est quand même, c'est dur, hein, je veux dire, il faut rester devant les graphes, il faut travailler, il faut trouver des stratégies, tout ça pour 10 euros par mois, non, c'est pas motivant. Donc je comprends qu'il y en ait certains qui effectivement, pour parler vulgairement, qui pètent les plombs et puis qui donnent leur capital voilà, au marché. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que quand on a un gros capital, on le gère d'une manière différente. Pour terminer la parenthèse, les principaux professionnels avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, ils faisaient quasiment que du long short. Bon, ils faisaient du long short, mais c'était pas sur des CFD, c'était sur des options. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, sur des positions options en arbitrage, les perspectives de gains sont inférieures à 1%, on est à 0,0 quelque chose. Mais comme ils jouaient avec les fonds de leur banque, les sommes engrangées étaient telles que finalement, au bout du compte, ça faisait des gains conséquents, d'autant plus que c'était des stratégies qui avaient une haute probabilité de gains. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les professionnels font très peu de directionnels. Dans les salles de marché, on trouve beaucoup de stratégies d'arbitrage, mais à fort taux de probabilité. On va essayer d'avancer. Ouais, je reviendrai sur les questions plus tard. Donc certaines stratégies d'arbitrage ont pour principe de profiter d'un écart de performance entre deux indices habituellement fortement corrélés. En partant du principe que ces indices ont une performance long terme similaire ou un écart de performance court terme a de bonnes probabilités d'être corrigé. Cette stratégie, par exemple, est applicable entre deux indices fortement corrélés, le CAC 40 et le DAX 30. Bon, pour ceux qui suivent le site régulièrement, ça n'étonnera personne que je vous parle de ces deux indices. L'avantage de cette stratégie est de profiter d'un écart de performance qui va très probablement faire l'objet d'un rattrapage. Je dis probablement parce que ça n'arrive pas toujours. De plus, ce rattrapage n'est pas assujetti au sens d'évolution du marché. Par contre, les positions étant hedgées, il est possible d'utiliser des expositions plus importantes que sur des positions directionnelles. On peut faire x5, x10. Par contre, sélectionner des indices trop corrélés ne permet pas de dégager des écarts de performance suffisants pour être exploités. À un moment, je faisais beaucoup de corrélations entre le S&P 500 et le Dow. Eh bien, c'est impossible de récupérer quelque chose puisque ils sont tellement corrélés, je crois qu'ils ont un taux de corrélation à 0,98, donc 98%, c'est énorme. Hein. Eh bien, les écarts sont tellement faibles qu'en fait, même s'il y a rattrapage, on gagne quasiment rien, ou alors si on enrichit notre courtier. Donc ça, il faut le savoir. Alors à titre d'information, le CAC et le DAX ont un taux de corrélation approximatif c'est entre 85 et 90%. Donc c'est bien assez pour se dire que le rattrapage va s'effectuer. Mais aussi des fois, eh bien, on peut avoir des décorrélations qui durent, et je vais vous donner quelques exemples. Alors, ça c'est un exemple que j'avais, donc la vidéo est toujours disponible sur le site Boursicoté, vous tapez corrélation dans le moteur de recherche du site, tapez pas ça sur Google parce que je dois pas être dans les premières positions. C'est une corrélation qui a eu lieu au mois d'avril entre le CAC et le DAX qui avait été assez énorme. Hein. J'en ai rarement vu des aussi
aussi direct et aussi rapide. On avait ici une phase de consolidation. Donc ça, c'est la situation au 24 avril 2013, hein, c'est vraiment récent. Donc on avait ça ici sur le CAC. Donc on avait ici une sortie de consolidation avec un point haut qui arrivait quasiment ici au précédent point haut, et le DAX lui était encore sous la résistance. Et j'avais fait une vidéo disant que dans ces conditions, soit le DAX cassait et rattrapait, soit il s'agissait d'une fausse sortie et le CAC redescendait. Et donc j'avais vendu le CAC et acheté le DAX. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, eh bien, le CAC est redescendu. Donc là, vous voyez, j'ai affiché un indice de corrélation. Ça, c'est un indice qui vous sera proposé bientôt. Je suis en train de le finaliser, je suis en train de le backtester pour essayer de trouver vraiment comment dire, des paramètres qui fonctionnent un petit peu sur toutes les unités de temps et surtout sur des sous-jacents différents, puisqu'on peut aussi faire ça sur des matières premières. Et là, la situation 26, donc 2 jours après, on a eu donc cette sortie, et puis on a eu ici une petite phase de baisse. Et puis là, le DAX, vous voyez, il commençait à couper comme ça. Et là où on a eu un signal, hein, dans l'explication de cet indicateur, ça ici, c'est un signal. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que donc là, on retrouve la petite phase de baisse sur le CAC ici avec le signal, et ici l'inverse, alors l'indicateur est inversé, hein, et donc la phase de sortie ici. Et ensuite, il y a eu rattrapage du DAX sur le CAC. Alors là, on le voit pas forcément bien, mais en fait, lorsque l'on mesure ici les écarts de performance par rapport aux prises de position, on avait un gain de 7,66% sur le DAX et de 6,14% sur le CAC. Donc, si le bêta était correctement calculé, il y avait moyen de récupérer ici cet écart de performance approximatif de 1,5%. Donc sur cet exemple, le différentiel de performance est d'environ 1,5%. En achetant le CAC et en vendant le DAX simultanément de telle manière que le bêta soit théoriquement nul, il était possible de récupérer ce différentiel de performance. Ce différentiel correspond approximativement à un écart de 60 points sur le CAC 40, avec une exposition adaptée aux approches long short. Ce différentiel représente un gain assez conséquent. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Là, par rapport au directionnel, on peut augmenter du fait que les positions soient hedgées entre x5 et x10. Typiquement sur le CAC, sur les expositions CAC DAX, je suis quasiment à x10. Si on revient ici et que l'on considère qu'on a 60 points sur cette position, si vous êtes entre x5 et x10, ça vous fait l'équivalent d'un gain sur un directionnel 5 à 10 fois plus grand. Donc on est entre 300 et 600 points. Et là, ça commence à parler à certains, avec une exposition classique. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant parce que en gros, bon là on a eu un gros mouvement directionnel, mais ce genre de décorrélation, elle n'est pas liée au directionnel. C'est-à-dire que moi je fais quasiment que ça toute la journée, hein, du long short CAC DAX, et je peux vous dire que des fois ça monte, le CAC est en surperformance par exemple, d'ailleurs en ce moment le CAC est en légère surperformance par rapport au DAX, et puis quand ça se retourne, eh bien le CAC il continue à surperformer parce qu'il descend moins vite. Et des fois on a des retournements de tendance et la décorrélation elle continue à agir quand même. Alors il faut tenir compte que le DAX c'est un indice plus industriel alors que le CAC est plus exposé aux bancaires. Oui, alors ça c'est effectivement c'est une des causes des décorrélations. C'est-à-dire que là, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais bon, vu que la question vient là-dessus, effectivement, il y a forcément des différences puisque le CAC 40 a une grosse pondération en bancaire et énergie, et alors que le DAX est beaucoup plus industriel. Alors après, dans la théorie, on peut voir la chose de différentes manières. C'est-à-dire que bien souvent, ce qui se passe, c'est que nous avons par exemple le secteur bancaire qui monte et puis les cycliques qui rattrapent. Donc là, vous allez avoir le CAC qui va surperformer pendant un moment et ensuite le DAX qui va rattraper. Ça peut expliquer. Alors au début, j'ai beaucoup essayé de comprendre, mais bon, c'est pas toujours facile à comprendre. Faut avoir toutes les informations en main, et honnêtement, c'est pas toujours évident de comprendre. Alors, question, j'entends de nouveau. Ben, j'espère que vous n'avez pas eu le webinaire en muet pendant 1 heure, parce que sinon ça peut être facile de comprendre. Pouvez-vous expliquer différence entre corrélation et force relative? C'est pas évident. La corrélation, c'est vraiment un facteur. C'est un facteur.
c'est un facteur qui se calcule entre deux sous-jacents, c'est-à-dire que la corrélation d'un point de vue mathématique, on ne va pas rentrer trop dans le détail mathématique, ça va être un rapport entre les deux. Alors que la force relative, ça va être le mouvement d'un sous-jacent par rapport à l'autre. D'accord? La correspondance, voilà, donc ça se rapproche, mais on peut se servir de la force relative d'ailleurs pour essayer de mesurer des corrélations et des corrélations, mais c'est pas, d'un point de vue mathématique, c'est pas parfait, quoi. Quelle est la correspondance en lot entre le DAX et le CAC? Alors ça, je vais y venir parce que ça fait partie des outils que je compte mettre prochainement à votre disposition pour ceux qui sont intéressés par cette approche long short. Ben voilà, on y vient. Donc le calcul du bêta peut être facilement effectué grâce à des outils dédiés. Alors pour ceux qui sont intéressés par cette approche, je vais bientôt mettre à disposition des outils qui permettent justement d'aider. Donc il y aura l'indicateur que je vous ai montré à l'instant entre le CAC et le DAX, sur les précédents graphes. Et puis il y aura une autre chose, je vais vous le faire voir en direct, puisque là, au salon de l'investissement c'était pas possible, mais là ça va l'être. Donc j'ai préparé des petits tableaux qui marchent en temps réel, donc qui fonctionnent sous Excel et qui vous permettent d'avoir des taux ici, des taux en temps réel, avec des systèmes de cotation qui se rafraîchissent en temps réel grâce au DDE sample de MetaTrader. Alors par contre, dans un premier temps, ces outils, ils seront accessibles aux personnes qui ont un compte chez ActiveTrade. Bon, c'est d'abord parce que c'est notre partenaire, mais aussi puisque pour ces approches long short, notamment sur indice, il faut absolument être en cotation future. Pourquoi future? Tout simplement parce que la cotation future n'est pas impactée par les dividendes qui peut créer un gros problème dans le calcul des corrélations et notamment de l'indicateur. Savoir que lorsque vous avez des dividendes qui sont détachés sur le CAC 40, l'impact n'est pas le même s'il y a des dividendes sur le DAX, puisque le DAX n'est pas impacté par le versement du dividende des sociétés qui composent l'indice, alors que le CAC, oui, il est impacté. Donc c'est une différence qui existe entre le CAC et le DAX, c'est une différence de calcul, dont il faut tenir compte. Et il n'y a que la cotation future qui permet de s'affranchir de ça. Donc pour éviter que cet outil vous induise en erreur, pour l'instant il sera réservé aux personnes donc qui seront chez ActiveTrade, bon, du fait des cotations et du fait aussi que les outils ont été développés sous MetaTrader par exemple. Il est impossible de développer de tels outils avec d'autres plateformes comme ProRealTime. Donc là les outils, pour l'instant j'en suis là, donc j'ai mis le CAC, le DAX, l'indice belge et l'indice hollandais, avec des taux de corrélation qui se calculent les uns par rapport aux autres. On a aussi le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq, bon, très peu utilisables parce que des écarts trop faibles, et le Nasdaq, les écarts sont plus importants, mais il y a trop de différences de constitution avec les autres indices, et en fait on arrive plus à des écarts qui durent. Alors l'approche long short est-elle possible avec des paires de devises? Alors les avis sont partagés. De la manière dont je viens de le présenter, moi je trouve que non. Certains me disent que oui. J'ai beaucoup lu sur le sujet. Il semblerait que les meilleures stratégies pour faire de l'arbitrage sur le forex ce soit à base de 3 devises et à 3 paires de devises. Et là, on est dans des conceptions de trading qui sont très pointues, puisqu'en fait ces écarts ne durent que quelques millièmes de seconde, et par rapport aux moyens que nous avons nous particuliers, c'est quasiment impossible à aborder. Alors par contre, on parle de forex, moi je fais sur matières premières, notamment or argent, ça donne de bons résultats, mais c'est très volatile, il faut faire très attention. L'utilisation de turbo en couverture long short est-elle judicieuse? Du fait qu'il y a beaucoup de frais et que sur du long short on vise des écarts qui sont relativement faibles, par exemple un écart CAC-DAX, pour vous dire, je vise un différentiel moyen de 4 ou 5 points. Donc 4 ou 5 points lorsque vous avez un spread de 1, ça passe, d'accord?
Mais comme vous avez une exposition x10, ça vous donne des équivalents de trade 40-50 points. Bon, des fois il y a plus, des fois il y a moins, des fois c'est perdant, etc. Mais avec du turbo, je suis pas sûr qu'on puisse rentrer dans ces frais, ou alors pas de beaucoup, avec, je vous rappelle, hein, les frais 5 fois plus chers que sur du CFD. Donc voilà, alors oui, il y a aussi un outil, donc une exclusivité chez ActiveTrade qui est très intéressante, c'est ce qu'ils appellent le Smart Order. Alors ça c'est intéressant puisque vous avez une fonction ici tout fermé par équité. C'est-à-dire vous avez par exemple deux positions, CAC DAX. Alors c'est vrai que moi je préconise d'avoir un compte dédié pour ces approches CAC DAX ou long short. L'avantage c'est que vous avez ici une fonction qui est très intéressante, excusez-moi, qui vous permet de fermer vos positions sur une valeur d'équité. C'est-à-dire par exemple, là par exemple on considère que nous avions une équité de base à 5000 euros, l'équité du compte. Eh bien vous pouvez dire à Smart Order, lui dire ben voilà, vous me fermez, tu me fermes toutes les positions lorsque l'équité arrive par exemple à 5053. Donc on appuie ici sur le petit bouton bleu et lorsque l'équité arrive à 5053, eh bien le système ferme toutes les positions. C'est-à-dire qu'il va fermer la position longue et la position courte en même temps, et donc il va dégager, là on va bien dégager le différentiel. Alors je termine donc avec les questions. De toute façon on arrive à la fin, et puis je vais vous montrer un petit peu les outils, et puis après je passerai aux questions. Donc vu l'euro-dollar représente 80% du forex, je suis pas sûr que ce soit autant que ça, mais bon, si vous le dites, je n'ai pas les chiffres. Pouvez-vous nous expliquer votre calcul de bêta entre or et argent sur votre tableau? Alors oui, sur le tableau tel qu'il a été fait, il y avait une petite erreur que j'ai corrigée récemment. Il y avait en fait, il faut se servir des valeurs de lot. D'accord, vous calculez un lot, la différence, enfin l'exposition qu'il vous fait prendre, vous prenez un lot pour l'or, l'exposition, et vous faites un rapport entre les deux. Et en fait, il faut quantifier entre l'or et l'argent la manière dont les expositions seront faites. Donc là, je vais vous montrer ce tableau puisque je l'ai ouvert. Voilà, alors attendez. Il faut que je le retrouve. Je l'avais préparé pourtant, mais je ne le retrouve plus. On va voir si c'est ça. Voilà. Donc là, on a donc ce fameux tableau. Donc le calcul, alors là on a les cotations, vous voyez les cotations qui se mettent en direct, hein. Donc là vous voyez ça bouge ici au niveau du Nasdaq, au niveau du CAC, du DAX, etc. Et ensuite dans le tableau ici il y a les calculs qui sont faits. Alors, c'est en fonction, par exemple entre le CAC et le DAX, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez un rapport donc entre les valeurs faciales, et aussi vous avez un rapport entre les expositions de base, puisque un contrat de base sur le DAX il est à 25 € du point, alors que sur le CAC, il est à 10 € du point. Donc il va falloir compenser ces valeurs, que vous soyez en micro ou en mini-lot, etc. Et donc là, par exemple, sur cet outil que j'ai fait, vous avez une liste de choix. Donc, ou si vous mettez sur 1, donc un DAX 30, un DAX 30 égale 5,32 CAC 40 égale 7,84 BEL 20 ou 2,90 AEX. Donc ça, c'est le tableau tel qu'il est fait pour l'instant. Il sera certainement complété avec d'autres indices si le besoin s'en fait sentir. Et donc, avec ce rapport, on compense. C'est-à-dire que sur cette exposition entre le CAC et le DAX, si je prends par exemple un lot standard de DAX, eh bien il me faudra 5,32 lots standard de CAC. Donc après, en fonction du money management, si vous décidez par exemple de prendre 7 DAX, eh bien il vous faudra 32 CAC 40. Vous voyez que ça se met à jour en temps réel, et donc ça se met à jour aussi au niveau par rapport à la cotation. Et donc entre l'or et l'argent, eh bien le calcul se fait dans le tableau. Et là, idem, hein, si je fais entre l'or et l'argent,
sur ce principe. Voilà, si je prends par exemple 10 mini-contrats d'argent, il me faudra 7,68 d'or. Et donc avec ce rapport, vous voyez, bon, ça change de temps en temps. Avec ce rapport, alors c'est pas ce qui change la plus-value, hein. J'ai une question là. C'est l'évolution du chiffre 532 qui change, qui fait la plus-value. Non. Ce rapport, il est juste là pour calculer le bêta. D'accord? C'est-à-dire que ce 5,32, alors que nous avons ici, si je me mets en DAX à 1, ce 5,32, c'est le rapport d'exposition qu'il faudra pour ne pas être exposé d'un point de vue directionnel. Alors après, vous pouvez adapter. Si vous avez un biais directionnel préféré, mais que vous voulez, par exemple, avoir un bêta légèrement positif ou légèrement négatif, après vous pouvez l'adapter. Mais si vous voulez avoir un bêta nul, il faudra adopter ici actuellement, parce que ça change, hein, le mois dernier on était à 5,40 et puis on est redescendu à 5,32. Eh bien, il faudra adapter ici ce rapport entre le CAC et le DAX. Actuellement, c'est 5,32. Entre l'or et l'argent, ça bouge beaucoup, hein. On était à 1,32 hier, on est passé à 1,30 aujourd'hui. Voilà, c'est une valeur qui varie énormément. Et donc, l'avantage de ce tableau, c'est que ça se fait en temps réel. Et donc, ça marche avec le DDO sample de MetaTrader, donc avec une mise à jour continue de la cotation. Alors, l'évolution. Alors, quel est l'éditeur de votre livre Gestion stratégique de portefeuille? Eh bien, je suis mon propre éditeur, donc comme ça, voilà. Je suis passé par l'auto-édition. N'étant pas assez connu, eh bien, j'ai décidé de m'auto-éditer, et donc le livre est en vente tout de même sur Amazon et sur la boutique du site, hein. Il est préférable de l'acheter sur la boutique du site si vous êtes intéressé. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport au livre Gestion stratégique de portefeuille, eh bien, les outils sont en phase de développement pour être adaptés à la station MetaTrader 5, qui fait profiter donc aux clients ActiveTrade qui veulent investir sur les actions, donc qui leur permettent d'investir via cette plateforme et ce courtier. Donc c'est en cours de développement, hein. MetaTrader 5, c'est beaucoup plus compliqué à programmer. Donc c'est voilà, ça vous sera proposé aussi. Ça vous sera aussi proposé ultérieurement. Alors, la marge sur le DAX est plus importante que sur le CAC. Alors, les marges, personnellement, je les regarde pas beaucoup, tout simplement parce que je ne m'expose pas énormément. Ça aussi, ça fait partie des clés pour durer en bourse, c'est que l'exposition soit toujours limitée, hein. Personnellement, quand je fais 1% dans la semaine, je trouve que c'est une très bonne semaine. Pourquoi le rapport n'est pas égal à la proportion des prix DAX et CAC, environ 2 CAC pour un DAX? Eh bien, vous n'avez pas écouté, monsieur Laurent. C'est tout simplement parce que le contrat de base du DAX est à 25 € du point et le contrat du CAC est à 10 € du point. Donc, si vous achetez un mini DAX et 2 mini CAC, eh bien, vous avez les 2,5 de rapport qui existent entre les deux. Voilà, donc de toute façon, je dois y aller, merci et bon trade. De toute façon, là, le webinaire est terminé. Donc, si vous avez des questions à poser, je vous lis, je vous écoute et je vais essayer d'y répondre. Alors, une date approximative pour cet outil long short. Oui, j'aurais aimé vous le proposer avant les vacances d'été. Comme je vous l'ai expliqué, je fais beaucoup de backtests en ce moment pour essayer de dégager des bons paramètres pour cet outil. C'est pas évident puisque, comme je vous l'ai expliqué, la plupart des plateformes sur les backtests sont adaptées à des stratégies directionnelles. C'est très difficile à backtester les stratégies long short, puisqu'il faut faire un backtest pour un sous-jacent, un backtest pour un autre sous-jacent, importer toutes les données et puis étudier tout ça sur un seul fichier. Donc c'est assez long, c'est beaucoup plus long que sur d'autres approches, et c'est ce qui m'a mis un peu en retard. J'avais un dernier sondage à vous soumettre.
voilà, c'est à suite à ce webinaire, est-ce que vous désirez approfondir vos connaissances dans le long short, sachant que il y aura des séminaires de formation où on rentrera beaucoup plus dans les détails qui seront proposés prochainement. Donc vous notez de 1 à 5, hein. Si vous n'êtes pas intéressé, vous mettez 1, si vous êtes très intéressé, vous marquez 5. Et donc je continue à répondre aux questions. Donc merci. En termes de couverture, vous avez majoritairement. Oui, moi personnellement, effectivement, en termes de couverture, j'utilise les CFD parce qu'en termes de coût, c'est ce qui, à mon sens, est le plus, enfin, coûte le moins cher, quoi, hein. Donc, moi, c'est vrai que dans le trading, j'essaye d'optimiser tous les éléments. Ça, on le retrouve un petit peu dans gestion stratégique de portefeuille, c'est-à-dire que j'essaye de limiter les coûts, notamment les frais de courtage. On étudie aussi la liquidité, toujours intervenir sur des actions très liquides qui permettent une exécution correcte. Des actions qui sont peu liquides, eh bien, des fois il y a des écarts d'exécution qui nuisent un petit peu à la performance. Voilà, donc quand je fais de la couverture, eh bien, j'essaie vraiment d'utiliser les outils qui sont le plus adaptés. C'est le futur normalement qui coûte le moins cher, mais on a un taux de couverture qui est difficilement exploitable. Le CFD est vraiment le plus intéressant. Mais dans le tableau, on a un DAX à 5,32 et pas 2,5. Oui, parce que pour un DAX égale 5,32 CAC, on a le fait que le DAX coûte 2,5 fois plus cher que le CAC et le fait que le DAX en valeur faciale soit au moment où je vous parle à 7977 et le CAC à 3751. Donc comme les CFD se calculent en écart et non en pourcentage, il faut aussi compenser cela. Voilà, en effet, tout à fait. Alors, la méthode semble-t-elle aussi performante sur des UT de 5 minutes comme UT jour? Comme dans toutes les approches, je dirais que plus on monte dans les UT, plus il y a de performance. A priori, l'UT la plus courte pour utiliser ce genre d'approche, c'est l'UT 15. L'UT 5 ne permet pas de dégager des écarts suffisants pour compenser d'une manière pérenne les frais qui sont liés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ouvre une position long short, on a le spread du long, on a le spread du short, et donc il faut compenser les deux. Et donc en UT5, on n'a pas des écarts assez importants pour vraiment pouvoir profiter de cette approche. C'est-à-dire les frais sont beaucoup trop importants par rapport à l'espoir de gain. Le long short ne sera que possible avec Active Trade. Dans un premier temps, oui. Mais j'espère pouvoir l'adapter à d'autres plateformes, même si je sais qu'avec certaines ce n'est pas possible puisque les fonctions ne sont pas disponibles, hein. J'étais en contact avec ProRealTime notamment lors de leur passage à la version 10. Je leur ai soumis mes besoins donc dans les long shorts et on m'a clairement fait comprendre que ce n'était pas possible. Donc après il y a d'autres plateformes, a priori la Nano serait compatible. Mais voilà, a priori, avec MetaTrader, c'est pas toujours évident. Et même d'un courtier à l'autre, l'indicateur ne marche pas toujours. Il faut faire des adaptations. Donc faut savoir qu'on est quand même sur des approches ou sur des outils qui sont très peu répandus et qui est difficile d'avoir des échos là-dessus. Donc c'est aussi pour ça que ça va pas toujours très vite. Donc a priori au niveau des questions c'est fini. Je vous donne donc le dernier petit sondage. Donc effectivement on est à 38,5% qui est très intéressé, 4% qui n'est pas du tout intéressé, et puis le reste à peu près dans la moyenne. Bon, je dirais que c'est plutôt positif. Je pense que le titre en a attiré notamment beaucoup plus de personnes qui étaient intéressées par cette approche déjà. Mais écoutez, donc cette approche sera développée lors de prochains séminaires gratuits qui seront faits en France et même en Belgique. J'espère que vous y viendrez nombreux. Ces séminaires seront dont certaines dates sont déjà définies, hein, notamment à Bruxelles.
au mois de septembre, et à Paris, dont la date, il me semble, reste à confirmer, et j'espère que vous viendrez nombreux à ces formations. Hein, voilà, donc je vais répondre aux dernières questions, et puis ensuite je vais vous libérer. Alors, 1% de gain hebdomadaire équivaut à combien de pips? C'est pas facile à répondre, ça. Honnêtement, je me suis jamais posé la question. En fonction, surtout qu'en fonction de l'horizon de temps sur lesquels sont faites les positions, les expositions ne sont pas les mêmes. Vous avez un potentiel de perte beaucoup plus grand sur une position swing que sur une position intraday. Donc, il faut adapter les expositions. Ça, c'est assez important. Donc moi je quantifie pas ma semaine en nombre de pips, mais vraiment en plus j'ai des approches qui sont quasiment toutes mes approches sont quantifiées, c'est-à-dire que je les ai backtestées, et c'est assez difficile à répondre à cette question. Pourquoi il y a tant de perdants en trading? Manque de connaissances, problème psychologique ou autre? Manque de connaissances, oui. Problème psychologique, alors le problème psychologique qui vient du fait que bien souvent vous êtes trop exposé, et que vous n'êtes pas prêt à supporter des pertes latentes qui sont pourtant nécessaires à l'exécution d'un trade. Il faut avoir vraiment des expositions faibles qui vous permettent de supporter une perte avant que le trade revienne en plus-value. Ça c'est obligatoire. On ne peut pas avancer dans le trading si on n'a pas compris ça. Si on veut gagner de l'argent, il faut aussi être préparé à en perdre. Hein. C'est pas pour rien si on dit que sur les comptes CFD, ce que vous mettez sur un compte CFD qui est un actif très risqué, je le rappelle, eh bien il faut pouvoir supporter sereinement de pouvoir tout perdre, et ça arrive à certains d'entre vous. Alors on n'est pas obligé d'aller jusque là, mais sur des expositions, on quantifie une perte maximum. On quantifie un point d'invalidation, et ce qui est important, c'est que lorsque l'on atteint le point d'invalidation, qui n'est pas forcément le stop catastrophe, eh bien, j'ai 2 points, moi, j'ai un point d'invalidation, un point de stop. Le point de stop, le stop loss, c'est vraiment la catastrophe, c'est vraiment, ça se passe pas comme on voulait, mais ça part vraiment dans l'autre sens. Par contre, on se met un point d'invalidation. À partir du moment où on touche le point d'invalidation, si on revient dans l'autre sens, par exemple, si on a acheté, que ça commence à baisser, que ça baisse, on touche le point d'invalidation, on attend une petite remontée, et quand on a la petite remontée, on sort. C'est ça un point d'invalidation. Le stop, c'est s'il y a la catastrophe. Normalement, des stops sur votre trading, vous ne devriez pas en déclencher plus de 10%. Si vous êtes à plus que ça, eh bien, c'est que vos stops sont trop rapprochés et vous ne laissez pas assez respirer vos trades. Alors après, vous dites que si vous éloignez vos stops, vous allez perdre plus. Non. Éloignez vos stops, multipliez par 2 la distance de vos stops, baissez par 2 votre exposition, vous aurez le même risque, et vous verrez que vous déclencherez beaucoup moins de stops et que vous aurez le meilleur résultat. Un gain de 10 pips journalier, il n'y a pas de règle. Je peux pas répondre à cette question, malheureusement. C'est un ensemble de conditions. Je ne peux pas répondre à ça à brûle pour point comme ça. Un gain de 10 pips journalier, vous paraît-il correct? Oui, mais à quoi ça correspond? Alors, est-ce que c'est en moyen terme, en court terme, etc. Je ne peux pas répondre à ça. Il faudrait qu'on discute de beaucoup de détails qui sont autour. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce webinaire vous a plu. Merci en tout cas pour votre présence. Et puis je vous dis donc à bientôt à tous les membres que j'ai vus sur le chat du webinaire, et donc que je retrouverai avec plaisir sur le chat du site boursicoté.com. Écoutez, bonne soirée à tous. Merci donc d'avoir participé à ce webinaire, et à bientôt sur le site boursicoté.com.